pour dire non à l'excision, stop à l'excision. Comme vous le savez, notre association Djamadjigui, on est situé à Noiselle depuis le 4 mai 2018. On lutte contre toutes les violences faites aux femmes et notamment à travers notre pôle Mon Jardin Secret, nous luttons contre l'excision, les mariages forcés et le viol. Je tiens à remercier Monsieur le maire de Noiselle, toute l'équipe de la ville de nous permettre de pouvoir lutter contre l'excision. La première fois qu'on a parlé d'excision sur Noiselle, c'était lors du groupe de parole Le Coup de main des parents, lorsque Madame Isabelle Gillette-Faye du GAMS est venue nous parler d'excision. C'était en 2017. Et là, aujourd'hui, on est unis, on est ensemble pour pouvoir permettre aux femmes qui sont en Seine-et-Marne notamment, de pouvoir trouver un lieu où parler, de pouvoir permettre aux victimes cette prise en charge qui est nécessaire, afin de pouvoir se faire reconstruire, afin de pouvoir libérer la parole, afin de pouvoir se sentir moins seul. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes mais qui ne sont pas situés en Seine-et-Marne. Dans le 93, sur Paris, dans d'autres départements. Mais en Seine-et-Marne, il nous manquait ce lieu afin de pouvoir libérer la parole et de pouvoir accompagner au mieux les victimes d'excision. Merci beaucoup à toute l'équipe, à tous nos partenaires, notamment la ville de Noiselle, qui nous permet de mener à bien toutes nos actions. En ce qui me concerne, moi, je me réjouis de pouvoir accueillir à Noiselle une telle association, une association noiselienne, mais qui rayonne bien au-delà de Noiselle, puisqu'il y a des actions dans d'autres départements de la région parisienne. Et dès que nous le pouvons, nous apportons notre soutien à cette association, en étant présents notamment aux manifestations qu'elle propose régulièrement, comme aujourd'hui, pour des causes et des luttes qui nous sont chères et que nous partageons avec cette association. Évidemment, dans la mesure de nos moyens, nous continuerons à soutenir cette association parce que ce qui forme l'ADN de notre ville, Noiselle, c'est tout ce tissu associatif et on peut être fier, encore une fois, d'avoir une telle association comme Djamadjigui à Noiselle. Donc vraiment, longue vie à Djamadjigui. Là, aujourd'hui, c'est une sensibilisation qui est très difficile, qui peut être très douloureuse pour certaines, mais sachez que c'est nécessaire de faire de tels événements. L'excision, c'est un crime. Les mutilations sexuelles féminines, ce sont des crimes. Encore même là aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des bébés, des petites filles qui sont encore mutilées. Aujourd'hui, on est samedi. Pas plus tard que jeudi, j'ai échangé avec une personne qui, on va dire, un peu pour l'excision. Et ce jour, et quand j'ai discuté avec elle, après, je me suis dit, bah, donc on a encore du boulot. Hein. Elle me dit tranquillement, oui, en fait, il y avait une de mes proches, c'était une femme adulte, qui avait été excisée quelques jours après son mariage. On est au XXIe siècle quand même. Donc la lutte, elle continue et on a besoin de vous toutes. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très tabou. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise de parler de l'excision. C'est très difficile pour tout le monde. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir fait le déplacement, malgré les restrictions sanitaires, malgré le Covid, vous avez fait le déplacement d'être là. Je tiens à remercier nos partenaires qui sont présents. Quand on dit Djamadjigui, Djamadjigui c'est ses partenaires. Djamadjigui, on a créé l'association le 4 mai 2018, mais sans nos partenaires là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je veux remercier Madame Ramata Kapo de l'association Excision Parlons-en, c'est la présidente de l'association Excision Parlons-en, qui nous fait l'honneur d'être présente. Excision Parlons-en, on a même peu à présenter Ramata, c'est une femme battante pour nous qui fait partie de Djamadjigui. Merci beaucoup pour ta présence. Vous avez aussi Madame Violetta Beloucha, on ne la présente plus non plus. Violetta, c'est une conseillère en sexologie et résilience. Elle intervient lors de nos permanences. Vous avez ici présente, vous avez Madame Sally Diop, qui est la présidente de l'association Imani. Vous voyez comme elle est belle, elle est magnifique. Vous avez Madame Nana Kamara, Koumbade. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous. Directrice régionale du GAMS Île-de-France. Alors bonjour tout le monde, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec Aminata, malgré qu'elle m'embête beaucoup comme vous le voyez. Qui aime bien châtie bien. Voyons. Alors c'est vrai que nous on est les vieilles de la vieille, voilà. Le GAMS, je vais vous présenter brièvement le GAMS parce que là aujourd'hui moi je ne vais pas faire la sensibilisation, c'est elle, la relève qui vont faire. Donc le GAMS c'est une association qui a été créée en Île-de-France,
spécifiquement dans le 78, par les mamans africaines et les personnels de la santé, de la DRAS, les directrices de PMI à l'époque, spécialement Dr Hélène Franjou, et l'une des mamans qui travaillait à la PMI avec elle en tant que traductrice et intervenante sociale, Madame Touré. Donc la création de GAMS a eu lieu suite au décès de 2 petites filles en France, en Seine-Saint-Denis, lors de leur excision. Et elles se sont dit il faut faire la sensibilisation, il faut que ça s'arrête, que ça ne se reproduise plus. Et au fur et à mesure, participant à des colloques, à des réunions féministes, notamment à Beijing, elles se sont rendues compte, ces femmes-là, que l'excision ne concernait pas seulement les petites africaines et l'Afrique subsaharienne, que c'est un phénomène mondial. C'est surtout les continents. Il n'y a pas un seul continent où l'excision n'est pratiquée. Spécialement là, en France, là où nous sommes, pas par l'immigration ou autre, non. Ça a été longtemps pratiqué en France, ici, en HP, notamment. Ça, c'est à la modernité, mais bien avant, au Moyen-Âge, ça se pratiquait. Moi, j'ai l'habitude de dire que cette chère Marie-Antoinette s'était excisée pour se calmer les ardeurs et autres, parce qu'il se disait que ça servait à ça. Mais après, ça a été préconisé à l'HP pour le soin de la nymphomanie et de l'hystérie féminine. Ouais, bien avant, bien évidemment, ça a été abandonné après. Mais il faut savoir que ça a été pratiqué comme dans d'autres pays où ça a été abandonné également et que j'espère que ça va être abandonné partout dans le monde. L'excision, ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une tradition, ce n'est rien, c'est tout simplement la violence. C'est ce que moi je dis. Il n'y a pas besoin de justifier une violence disant que c'est des traditions, disant que c'est des coutumes. Moi, j'appelle tout simplement la violence. Et c'est une violence envers une personne, violence envers l'être humain, parce que c'est la femme qui est l'être humain. Sans la femme, il n'y a rien. Donc l'excision ne doit pas exister. Et je pense que ça devrait s'arrêter. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui ont été votées pour interdire l'excision. Il faut savoir aussi que c'est vrai que c'est interdit partout, sur tous les continents. Mais malgré l'interdiction, ça se pratique partout dans le monde. Au jour où nous en sommes aujourd'hui, il y a plus de 220 millions de femmes. C'est ça les filles? C'est ça. 220 millions de femmes qui ont subi l'une ou l'autre forme de mutilation sexuelle sur la Terre. Et les 2/3 viennent du continent africain. Parce qu'il faut vivre dans le milieu pour comprendre. C'est trop facile de faire le raccourci du féminisme, de dire que c'est une barbarie envers la femme, c'est la même mise sur son plaisir sexuel. Oui, mais le plaisir sexuel, elle est relative. Elle n'est pas vécue de la même manière et elle n'est pas... Toutes les sociétés n'entendent pas le plaisir de la même manière. Tout ce que moi je vois, mais toutes les sociétés voient la violence de la même manière. Donc c'est juste une violence pour moi. Et il est temps que ça s'arrête. Donc là aujourd'hui je suis là avec vous. Et je vais suivre votre sensibilisation. Et s'il faut qu'on intervienne ensemble, on interviendra ensemble. Mais je ne veux pas durer parce que j'ai pas envie de pleurer ce matin. Et je vais juste m'amuser avec vous. Bravo. Et moi, je voulais aussi mentionner que Nana même, la dame qui l'a portée 9 mois, c'est une femme battante. Tanti Kumba, ancienne présidente du GAMS. La première fois que je l'ai vu en vidéo, c'était dans le reportage Femme assise sous le couteau. Ça, ce reportage-là, je le regarde chaque fois, je pleure tout le temps, tellement que ça me fait verser les larmes parce que je pense que ça datait dans les années, je sais plus, ça fait plus de 20 ans, quoi. Voilà, 95, et à la fin de la vidéo, elle disait oui, bon, on espère que dans les années 2000, l'excision, il n'y aura plus, mais il y a encore l'excision, et franchement, Dekaminaka et l'association Diamadigi nous invitent à participer à un événement. On vient vraiment avec grand plaisir et à chaque fois, il y a de plus en plus de monde et ça fait vraiment plaisir. C'est que le sujet commence à intéresser. Moi, je me présente, je m'appelle Ramata Kapo, je suis la présidente de l'association Excision Parlons-en. Excision Parlons-en, c'est une association qui a été créée en 2013 sur l'impulsion de plusieurs associations
dont le GAMS, hein, comme ils sont là depuis 40 ans. Donc c'est une impulsion du GAMS et d'autres experts pour justement créer un réseau en France qui traite de la thématique de l'excision. Nous, l'association propose d'œuvrer à la disparition de l'excision en privilégiant le travail de mutualisation. Donc l'objectif, c'est de mettre tous les acteurs autour d'une table pour mettre en place des actions pour lutter contre l'excision. L'excision, enfin les mutilations sexuelles féminines dans le monde sont réparties en 4 types. Donc Violetta a plein de petites choses qu'elle va vous présenter tout à l'heure, mais je vais vous présenter les 4 types d'excision. Vous avez le type 1, ce qu'on appelle la clitoridectomie, c'est un peu difficile à dire. En fait, c'est l'ablation partielle du capuchon du gland du clitoris. Donc là, vous avez, on peut les montrer, effectivement. On vous a ramené des clitoris en 3D, donc vous pouvez toucher plein de clitoris si vous voulez. Donc le capuchon clitoral est rose, et donc il y a le gland qui, lui, est découpé. Peut-être que tu as une petite photo aussi. Voilà, le gland est en jaune, et quand on fait une clitoridectomie, c'est ce qu'on coupe. Ensuite, vous avez le type 2, c'est ce qu'on entend régulièrement et souvent, c'est l'excision. C'est le type qui est le plus pratiqué, en tout cas dans le monde. Et donc l'excision, c'est l'ablation partielle du capuchon, plus l'ablation des petites ou des grandes lèvres. Donc on coupe le capuchon clitoridien et on coupe les petites ou les grandes lèvres. Non, je disais qu'il serait intéressant de dire quand même les endroits où... Oui, j'allais le dire, effectivement. Ben, si tu peux le compléter, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord, ok. N'hésite pas. Donc effectivement, ce type d'excision est pratiqué dans plutôt les pays comme l'Afrique de l'Ouest, au Mali, au Sénégal. Non. Alors le type 1, comme elle a dit, l'excision. Et quand on fait la sensibilisation en France, on ne va pas aller parler des Indonésiens qu'on n'a pas sur le territoire, ou bien on ne va pas parler des Russes qu'on n'a pas sur le territoire, on va parler des populations qui sont sur le territoire. Donc quand on est en France, on va entendre parler du Sénégal, on va entendre parler du Mali, on va entendre parler de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, ou du Cameroun un peu, ou autre. Mais en dehors de la France, par exemple, quand on va en Grande-Bretagne, on ne va pas entendre parler du Mali, du Sénégal ou autre, non. On va entendre plus parler de la Côte d'Ivoire, on va plus parler du Tchad, on va plus parler de l'Égypte, parce que eux, c'est l'immigration de ces pays-là qui sont vers là. Sur la population qui est le type 3, je sais qu'elle va compléter, donc tant mieux. Donc c'est le rétrécissement de l'orifice vaginal, donc c'est une excision, une clitoridectomie, et à ça, ben, on coupe les lèvres entre elles. Ou soit c'est fait exprès, ou ça s'est fait, comme tu l'as expliqué, ça a été fait accidentellement. Merci. Ça veut dire qu'il faut bien expliquer l'infibulation. Alors, il reste un petit orifice. Alors l'infibulation, comme elle a dit, en infibulation, il peut y avoir une excision avant, ou pas. Parce qu'il y a des régions où on enlève le clitoris, le bout du clitoris émergent, parce que le clitoris il est... On va vous le montrer. Voilà, on va le faire. C'est la partie émergente. On peut soit faire l'ablation du clitoris, soit ne pas le faire. Ça dépend des régions où on fait l'infibulation. Quelle qu'en soit, l'infibulation consiste à l'ablation des petites lèvres et la soudure des grandes lèvres entre elles. Alors ça peut se faire chirurgicalement avec les fils chirurgicales, ou ça peut se faire avec les épines d'acacia. Alors pourquoi les épines d'acacia? Tout simplement parce que les épines d'acacia sont des épines qui sont auto-absorbantes par la peau. Et c'est avec justement les fils d'acacia qu'on fait les fils chirurgicales qui... Nana, il y a aussi le type 4. Qu'est-ce qu'on appelle le type 4? C'est bon, ni la clitoridectomie, ni l'excision, ni l'infibulation, c'est tout le reste. C'est le mec qui violences. Soit pour rétrécir le vagin, quoi, pour autre, ou bien pour atrophier le clitoris par perforation. Non, pas par. Il y a par perforation, mais il y a par la mixture de produits qui atrophient, notamment comme c'est pratiqué en Mauritanie, et les nerfs du clitoris à l'intérieur. Donc, et dans quel objectif ne pas avoir de plaisir. D'accord. Être totalement offert, soumise à son homme. Et aussi. Et en tout cas, merci à toi, Nana. Moi, ce que je vous dis, c'est hyper important d'être là. Continuez. Sachez que cette année, on est, comme a dit Nana, on est dans la 10e année d'anniversaire où la journée internationale de tolérance zéro a été décrétée. Parce que ma fille risquait d'être excisée.
Et puis, faute de preuves chez moi, je voulais même porter plainte parce que je suis mariée à une famille Peul qui font cette pratique. Et faute de preuves, je voulais aller à la police et tout pour porter plainte parce que quand j'ai su que ma fille devait être excisée, elle avait 1 an. Et puis, faute de preuves, j'ai pas pu porter plainte ou quelque chose comme ça. Et je suis venue ici en France pour me réfugier, pour que ma fille ne soit pas excisée. Et le problème, je me dis, actuellement au Sénégal, notamment à Dakar, nous, notre problème, c'est ça. On n'a pas les preuves, vraiment les preuves palpables pour dire que ma fille devait... voilà. Et c'est tellement tabou, on n'en parle pas beaucoup. Et même si tu veux porter plainte, genre... il n'y a pas de preuve, quoi. Tu ne peux pas montrer comme quoi que... Et en ce moment-là, moi aussi, je ne savais pas à quelle association, quel organisme et tout ça. Obligé de venir parce que je n'avais pas les preuves. Alors, les preuves, vous avez pays d'origine, les preuves, on ne va pas les avoir sur place. On ne va pas les avoir. Pourquoi? Parce qu'il faut, comme ici, il faut aller chez le médecin, faire une attestation, comme quoi je suis excisée. Et puis surtout, donner la preuve de l'intention. Qui peut donner preuve d'une intention? C'est très compliqué. C'est très compliqué de donner la preuve d'une intention. On ne peut pas. C'est pour ça que généralement, quand on veut essayer de porter plainte dans les pays d'origine, on nous renvoie, oui, c'est un problème de famille, va discuter avec ta famille, voilà. On n'a pas de preuve de l'intention. Nulle part dans le monde, on ne peut trouver de preuve d'intention. Il faut tout simplement essayer de sauver ta fille, comme tu l'as fait. Comme tu l'as fait, et venir avec elle en exode ou autre. Mais c'est vrai aussi que tu auras pu, ça c'est une manque d'information aussi, peut-être, que tu avais à l'époque, parce qu'il y a des associations sur place qui auraient pu t'aider. C'est tabou, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup d'associations, notamment sur Dakar, qui aident beaucoup pour les filles. D'ailleurs, sont excisées très très jeunes, à quelques mois, et qui découvrent à l'âge adulte, à des moments importants de leur vie, par exemple une grossesse, un accouchement, qu'elles ont en effet été excisées. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, vous avez eu des témoignages de ces femmes et quelles ont été les conséquences psychologiques et physiques dans ces cas précis? Je répondrai à ta question après, c'est une très bonne question, on a quelqu'un qui intervient dessus. Je suis heureuse de travailler pour Diamadi, de collaborer avec Excision Parlons Sang, et je suis vraiment heureuse. Est-ce que si je parle sans microphone, comme ça va? Non, ça va pas. Non, ça va pas, ok. Bon, je vais vous donner des bonnes nouvelles, et je pense que ça fait du bien. Et je crois que pour lutter contre les mutilations génitales féminines, il faut déjà comprendre les clitoris, parce qu'on sait que les mutilations génitales féminines viennent mutiler quelque part. Mais on ne peut pas parler de mutilation si on ne dit pas qu'est-ce qu'on mutile. Voilà, tout simplement. Donc, dans les milieux scolaires français, par exemple, on pourrait aussi sortir de l'ignorance. Et qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'ignorance? Par exemple, montrer cela. Et ce qui semble très simple, c'était créé par un professeur en Suisse et on les vend en Allemagne depuis l'année 2020. Vous voyez, c'est pas si nouveau. Et c'est le seul modèle, et je vais vous montrer après, c'est la moitié de la vulve et l'autre moitié c'est le clitoris. Et c'est le seul qui a la peau foncée. C'est le seul. Je ne trouve pas un autre. C'est-à-dire que tous les gynécologues de France travaillent avec des modèles de vulve avec la peau blanche. Donc il y a un grand racisme. Pas seulement il y a de l'ignorance par rapport au clitoris, mais il y a un grand racisme dans les livres des atlas de médecine et dans tous les matériels pour les gynécologues. Donc je vais vous montrer ici tout simplement. Et cette merveille quand même, merci. Cette merveille quand même coûte 69 €. Hein. Plus d'un voix c'est 71 €. Donc comme vous voyez, c'est cher, hein. C'est pas accessible à tout le monde. Les modèles que vous avez pris dans les mains, c'est là, et que je l'ai en couleur gris, c'est les premiers modèles créés par Odile Fillot. C'est une chercheuse française. Il a créé comment le faire dans une imprimante 3D. Ça coûte 10 €,
Mais vous voyez, ça c'est très simple, un guéro, et on ne voit pas ce qu'on voit ici, que c'est par exemple ici, c'est l'urètre, c'est l'orifice urétral, le nerf urétral, que c'est l'orifice qui connecte avec le tuyau que c'est l'urètre, et c'est le tuyau qui va jusqu'à la vessie pour faire pipi, c'est ici. Ici, un verre, c'est l'orifice vaginal, c'est où sortent les menstruations, où les personnes ont les relations sexuelles, et où sort le bébé, ici. D'accord? En couleur rose pâle, c'est les vestibules. D'accord? C'est toute la peau qui entoure l'orifice urétral, l'orifice vaginal. Alors, ce que vous voyez en violet, c'est sous la peau. D'accord? C'est les bulbes vestibulaires. Et c'est un tissu qui est pareil que le pénis. C'est un tissu qui s'égorge de sang. Et quand c'est gorge de sang, ça revient tout dur et vient rétrécir l'orifice vaginal. Et c'est intéressant pour lequel une femme peut à la fin arriver à l'orgasme. Intéressant. Alors, des côtés, vous voyez ici en bleu, c'est un réseau de veines qui s'appelle les plexus du cobalt. Il était observé la première fois en 1844. Mais c'était redécouvert en 1998. Parce qu'un homme l'a effacé d'un atlas d'anatomie en 1947. Donc vous voyez, il y a des mutilations génitales dans le corps réel des femmes, mais il y a aussi mutilations qui existent dans les livres de médecine. Maintenant, je ne parle pas d'il y a 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, en 2022, la personne qui se bat contre les mutilations génitales féminines, qui ont coupé le clitoris ou qui le rétrécissent dans les atlas pour les gynécologues, pour les chirurgiens de la vulve, elle s'appelle Jessica Ann Pin. Elle habite aux États-Unis, elle est harcelée parce qu'elle se bat contre les éditeurs d'atlas de médecine pour dire pourquoi vous n'avez pas mis le clitoris. Pourquoi vous avez fait que le clitoris il est tout petit. Pourquoi dans l'atlas pour les médecins, vous savez montrer juste en jaune le gland de clitoris, mais vous ne savez pas montrer ni les piliers. Les piliers, c'est ces roses-là qui sont attachés à l'os. Ça ne bouge pas. Et pourquoi, dit Jessica Ann Pin, vous n'avez pas montré les vulves? Les vulves vestibulaires sont ici en violet. Vous voyez donc, bon, ces modèles, merci beaucoup Aminata, c'est très gentil. Ces modèles, pour les faire venir en France, c'est Bivea, la filiale française qui les vend. Elle est produite par Made in Team, qui c'est l'entreprise allemande. Et la personne qui a inventé ça, c'est le professeur Daniel Haag Wackernagel. C'est un professeur suisse, 2020. Juste 2020. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous l'achetez, ou les gynécologues l'achètent, il vient toute une petite planche avec le nom de toutes les parties. Et c'est avec toute la bibliographie d'un spécialiste français qui s'appelle le docteur Di Marino. Il a écrit, par exemple, le livre sur le clitoris, ça coûte plus de 100 €, et c'est l'étude qui est le plus complète depuis 2014. Donc vous voyez, l'excision, la mutilation, c'est pas que sur le corps des femmes, c'est aussi sur les connaissances. Mais je reste sur les choses positives. Je vais vous présenter une entreprise française, ça s'appelle Corporeal. La première production de ce que je vais vous montrer, c'est de janvier 2022. Et je vais vous montrer les planches anatomiques faites avec des femmes qui ont la peau foncée. Parce que vous savez, il y a des femmes noires dans le monde, oui, mais les atlas d'anatomie ne les savaient pas. Hein? Donc voilà, le modèle africain. Un verre de transparence, vous pourrez le voir après, un transparent, c'est le clitoris. Vous voyez, c'est grand, c'est comme ça. Ça, c'est le cycle menstruel. Et pourquoi c'est important de savoir qu'il a toujours un clitoris pendant le cycle menstruel? Parce que les hormones jouent un rôle. Parfois, une femme peut être plus excitée à un moment de l'ovulation, c'est le jour 14, hein, du cycle menstruel, et à d'autres moments, non. Hein, ça change un peu. À certains moments, on peut être plus sensible. Ça, c'est les premiers mois de la grossesse. Donc, on peut voir ici déjà une modèle africaine, hein, c'est bien, hein, qu'on arrête à démontrer les livres anatomiques des femmes blanches.
C'est comme les bébés Pampers, quand on montre des couches, c'est toujours des bébés blancs, souvent, au moins quand j'étais petite. Et ici, on voit les premiers mois de grossesse, il y a un petit point, et les clitoris plus grands. Donc, on peut voir ça pendant tous les 9 mois de grossesse. Quel est le rapport? Quelle est la taille? À 3 mois de grossesse, il est tout petit. Il est un peu plus grand que les clitoris à 3 mois de grossesse. À 4 mois. À 5 mois. À 5 mois commence ce qu'on appelle la lune de miel. Il y a moins de nausées en général. Il y a moins de nausées. Ça veut dire à 5 mois de grossesse, c'est la fête en fait quoi. Non, ça dépend pour les femmes. D'accord. Les personnes qui ont des fibromes, on n'a pas une lune de miel, hein, ils avaient mal tout le temps. Bon. Donc, depuis que j'ai fait le micro, en fait, je voulais quand même vous applaudir pour monsieur le maire de Noiselle qui a fait le déplacement. Bon, comme là, c'est un sujet qui est un peu sensible. Je vais donner juste la parole à monsieur le maire, va vous faire un petit coucou. Voilà, mais il ne va pas rester. Voilà. Comme c'est un homme engagé, il nous soutient énormément au sein de l'association. C'est grâce aux hommes battants engagés que nous sommes peut avancer. Voilà, applaudissez très fort pour monsieur. Merci, c'est gentil. C'est simplement tout grand pour saluer les organisatrices de cet événement et tous les participants, les personnes qui tiennent un stand également. Djamadjigui, on a maintenant, on peut dire, une histoire qui commence à devenir un peu longue avec la Ligue de Noisiel. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Nous sommes vraiment fiers d'avoir cette association à Noisiel, une association qui fait un grand travail, un travail de qualité, un travail de proximité. Je le disais tout à l'heure, dans le couloir à Noisiel, mais bien au-delà de Noisiel, puisqu'il y a des maraudes qui s'organisent à Paris, dans d'autres départements de l'Île-de-France. Donc c'est vraiment une association que nous sommes fiers de pouvoir accueillir à Noisiel, une association noisielienne. Et dès que nous le pouvons, nous essayons d'être aux côtés de Djamadjigui, alors que ce soit par le prêt de locaux, la mise à disposition de matériel, ou par de la communication. C'est pas grand-chose, mais on y tient quand même énormément. Merci vraiment à Djamadjigui et à toutes les personnes qui interviennent aujourd'hui. Et bon après-midi à vous. Je voulais simplement vous saluer. Moi qui vous souhaite une bonne année, c'est pas encore la fin du mois, donc on a encore le temps. Et longue vie à Djamadjigui, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et franchement, il y a déjà, vous faites énormément pour nous. Déjà, avoir accès à un tel lieu, c'est génial. Et aussi la mise en place des permanences d'accueil qu'on fait à la Maison de l'Enfance. Je tiens aussi à passer un message de Madame la ministre, Madame Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon, malheureusement, pour cet événement, elle n'a pas pu venir, mais elle nous soutient vraiment du fond du cœur. Et je tenais quand même à vous le dire. Aussi, un grand remerciement aussi de la préfecture, M. Sacrio, Mme Ursulé, la direction régionale des droits des femmes, Mme Lemati, Mme Morvan, qui aussi nous encouragent vraiment, même si elles n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, elles nous encouragent vraiment et elles nous soutiennent dans nos actions. Une pensée à Mme Nedjari, l'adjointe de M. le maire, qui est chargée du droit des femmes, qui est malheureusement en arrêt maladie, et qui vous encourage. Comme on le dit tout le temps, il faut toujours garder la tête haute, même si on est concerné par l'excision. L'excision, ce n'est pas une fatalité. Et là, nous, aujourd'hui, on est là pour dire, c'est bon, même si vous avez été excisé, on continue à garder la tête haute. Comme on dit le mot, résilience. Voilà. Je vais laisser la parole à vous. Donc, ça sera la dernière intervention de Mme Sally Diop. Et après, ça sera l'entracte musicale. Et après, vous pouvez aller vous restaurer. Et celles qui vont passer l'après-midi avec nous, et les différents partenaires qui sont présents, notamment un stand de secret de vente de produits, un stand de vente de secrets de femmes avec Camille Secret qui vend des produits géniaux. Il y a Nefertiti Dress qui vend des belles tenues. Et aussi, on a Bijoux Fatima qui vend des bijoux. Ensuite aussi, il y aura la masseuse Kani qui est présente aussi. Vous pouvez vous faire masser, vous pouvez vous faire maquiller, vous pouvez faire du henné, vous pouvez vous faire coiffer. Si vous avez des cheveux propres, vous voulez faire un brushing, vous voulez faire une coupe, tout ça c'est possible et tout ça c'est à tarif, mais vraiment Djamadjigui, c'est-à-dire que c'est pas très cher du tout. Voilà. Je laisse la parole à Sally et ça répondra à la question que Diaco a posée tout à l'heure. Merci. Merci Aminata, bonjour à toutes et à tous. Moi je vais vraiment compléter pour apporter mon témoignage. Donc je suis Sally Diop, je suis présidente et fondatrice de l'association Imani
Et je vais vous raconter la naissance d'Imani, qui est le nom que j'ai donné à l'association, qui a été créée en 2019 et qui va répondre justement à cette question qui a été posée tout à l'heure. Et j'espère compléter tout ce qui a été dit depuis ce matin parce que j'abonde totalement dans le sens de tout ce qui a été dit. J'ai appris énormément de choses. C'est vraiment très enrichissant tout ce qui a été dit depuis ce matin. Merci à Aminata et merci à toutes les participantes pour tout ce qui a été dit. Et donc voilà, je vous raconte Imani. Donc c'est un livre au départ. C'est un livre que j'ai écrit. Que j'ai commencé à écrire en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, parce que, comme l'a dit Aminata ce matin, je suis élue sur la ville de Meaux. J'étais maire adjointe déléguée à la jeunesse sur le premier mandat, donc de 2014 à 2020, et aujourd'hui je suis vice-présidente à la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, en charge de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle. Donc en 2015, suite aux attentats et en tant qu'élue à la jeunesse, je ne me reconnaissais pas dans tous les discours qui avaient été dits à la télé. Surtout qu'au moment où il y a eu les attentats, je créais le premier salon de la jeunesse à Meaux, que j'ai dû annuler. Et j'ai senti à ce moment-là le poids de la responsabilité de l'élu et de l'exemple que l'on devait apporter. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il fallait parler à nos jeunes, parce que tout ce qui pouvait se passer, même au niveau local, eh bien, il y avait quand même une répercussion sur ce qui se passait au niveau national et qu'il y avait un impact. Et moi, je ne reconnaissais plus, en tout cas, la ville telle que je l'avais connue dans mon enfance, parce que j'ai grandi à Meaux, qui avait complètement changé et il y avait des discours un petit peu aussi victimaires dans lesquels je ne me reconnaissais pas. Alors, je me suis dit, moi, je vais écrire un livre pour aussi apporter mon témoignage et aussi amener la discussion plus loin et donner d'autres exemples de réussite qui existent dans nos vies, dans nos quartiers, dans nos communautés, parce que malheureusement, on n'en voit pas autant que ça. Et dire que tout est possible, comme ça a été dit ce matin, on peut se reconstruire, on peut se relever, il n'y a pas de fatalité, je pense, dans la vie. En tout cas, ça, c'est mon analyse à moi. Vous levez la main, et après, on verra qui répond. Si vous répondez bien, on vous donne le cadeau. Voilà. Alors, dans quelle région du monde l'excision n'est-elle pas pratiquée? Dans quelle région l'excision n'est-elle pas pratiquée? Dans quelle région du monde? Nulle part. Oui. Vous avez dit que l'excision est pratiquée pratiquement partout dans le monde. Alors c'est dans quelle région? C'est dans quelle région où elle n'est pas pratiquée? Bravo, c'est une bonne élève. Alors, que faire si on connaît une personne qui peut être en risque d'être excisée? On lève la main. Alors, il y a 3 possibilités. Rien faire, c'est leur histoire de famille. Je ne sais pas. Ou c'est, je l'oriente vers une professionnelle de santé ou des associations. Out. Bon, Violet a dit la première, c'est la dame laquelle? Au milieu. Bon, t'es l'arbitre, alors montre-moi s'il te plaît. Celle qui est en vert. Celle qui a fait coucou. Oui, voilà. Avec le pull jaune. Ouais, la première, oui. 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 C'est la première. Elle ne savait pas qu'elles sont tous les deux jaunes. Faut signaler à un professionnel. Faut signaler à un professionnel. Qui en fait? Ouais. C'était réponsé. C'était réponsé, oui, c'est bien. On vous applaudissez pour moi. Mais la on dit pas les... d'accord. Vous levez la main avant de répondre. Il y a combien de types d'excision? Anita? Il y en a 5. Non. Ah non. Non. La première, celle qui est en première cycle. Hein? Oui, elle est en première. Ouais, il y en a 4. Eh, bravo, applaudissez. C'est écrit Peppermint Pickers. En fait, c'est c'est vraiment des produits. C'est les, voilà. c'est les cristaux de menthe.
Voilà, en fait, c'est vraiment des produits pour pimenter la vie de couple. La vie de couple. Voilà, je ne vais pas détailler ce qu'elle a gagné encore, mais merci beaucoup à la musique très pour les cadeaux. Bravo. À utiliser à discrétion. À utiliser avec modération. J'ai une question. Tout à l'heure, là, quand vous avez vu, j'ai parlé du GAMS là. Là, le GAMS ont fêté leur anniversaire. Ça fait combien d'années que le GAMS a été créé? C'est ma fille, après s'il y a... Ah non, dégage là-bas. Elle est chez toi, elle a pas Elle ne connaît pas. Attends, la dame qui est là-bas, là. La dame qui est là. Il y a plein de cadeaux, ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont déjà gagné, vous ne pouvez pas vous gagner en tout cas. Combien d'années que le GAMS s'est été? Depuis 40 ans. Non, elle a gagné, applaudissez. Ah, je suis adjointe de quelqu'un. Toi, à la mairie, c'est ça? Bon, je fais quoi? Je la fais gagner ou pas? Bon. T'as dit que ça ou tout à l'heure t'as détaillé sur ton poste? J'ai détaillé, mais c'est pas grave. Tu lui donnes quand même? Oui. Regardez son cadeau. Franchement, on va demander à tout le monde de s'asseoir s'il vous plaît. Après, on a l'occasion de faire des photos, de parler. Là, on va manger. On pourra discuter. Merci d'avoir écouté. Là, je viens de vous interpréter un air de Ave Maria de Cassini. Donc, Ave Maria, j'ai tenu à chanter cet air-là, puisque c'est un hommage à la femme, Marie dans toutes les religions. Voilà, c'est la mère des croyants. Donc,